Mais en fait, sont ceux qui ont mis en évidence les gènes des horloges biologiques. Et Laura va sans doute nous l'expliquer pendant son exposé. Laura était actuellement postdoctorante à l'Observatoire. Elle y est arrivée il y a 4 ans de cela, en fait, après avoir effectué sa thèse à Madrid, justement, sur les rythmes biologiques aussi, et le lien entre alimentation et rythmes biologiques sur un modèle poisson rouge. Je vous en parlerai simplement. Et en fait, elle a fait sa thèse à Madrid après avoir commencé ses études au Brésil, elle est originaire. Et donc, elle va aujourd'hui nous parler un petit peu de l'ensemble de ces recherches. Merci Laura, et je te passe la parole. Bonsoir à tous. Comme Marie a prévenu, je suis originaire du Brésil. Il y aura sûrement des fautes français dans le discours et dans le PowerPoint, mais j'espère que ça ne sera pas quelque chose qui bloquera la compréhension. Et vous pouvez faire des questions à tout moment. Merci d'être venus, vous êtes nombreux. Je n'attendais pas. On va faire un passage sur les rythmes biologiques et l'alimentation. Moi, les spécialités, c'est les poissons. Donc, je pense qu'on imagine tout de suite notre rythme biologique et notre alimentation, donc un lien direct avec la santé. Je vais essayer de faire quelques commentaires sur ça, mais c'est vraiment pas mon spécialité. Donc, je peux indiquer des littératures ou chercher plus d'informations, mais c'est pas le focus de janvier. Donc, on va avoir une présentation distribuée en la compréhension d'abord de qu'est-ce que c'est un rythme biologique et comment ils sont caractérisés. Les horloges internes et quels facteurs synchronisent. Donc, qu'est-ce que met alors ces horloges, comme la lumière et l'alimentation. Montrer que ces rythmes sont quelque chose de très conservé dans l'évolution, donc c'est une caractéristique adaptative très forte. Je vais montrer des exemples de rythmes générés par l'alimentation chez différentes espèces, mais principalement chez le poisson, et comme j'ai dit, quelques aspects sur la santé. Et après on peut discuter comme vous voulez. Donc déjà, tout le monde entend bien? Oui, c'est bon. Pour comprendre l'effet de l'alimentation sur les rythmes biologiques, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un rythme biologique. Et la première chose, la première évidence documentée d'un rythme biologique, elle date de 1729, donc par Dorto dei Marins, qui s'est aperçu que la sensitive, la Mimosa pudica, continuait à présenter ce rythme qu'elle a d'ouverture et fermeture des feuilles. Normalement, elle s'ouvre pendant la journée et elle se ferme pendant la nuit. Elle continue à présenter ce rythme, même en absence de photopériode, de cette alternance. Il maintient cette plante en obscurité totale. Peut-être qu'il faut utiliser le pointeur. Elle continue à présenter ce rythme. Et il se dit, il y a quelque chose interne qui fait que ça se maintient. Donc, sûrement, il y a eu plein d'autres observations. Il y a même quelque chose qui est l'horloge florale. Donc, c'est Linné qui a fait ça. Il a choisi des fleurs qui s'ouvraient à différents moments de la journée pour essayer de faire un jardin très interactif avec les moments de la journée. Mais la première documentation de ça, c'est celle-là. Donc les rythmes sont classifiés selon leur durée. Et donc les rythmes circadiens, que c'est surtout sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, et ils ont une périodicité de 24 heures. Donc circa autour de dixième de jour circadien. Et ils sont dus au mouvement de la Terre, autour du Soleil. Donc ce mouvement
génère cette alternance jour-nuit, qui va avoir des événements de sortie, on dit, des conséquences comme rythmiques chez les organismes. Donc, par exemple, la production de mélatonine, qui est une hormone qui aujourd'hui est très connue, l'hormone du sommeil, produite donc à la période d'obscurité. Le cortisol, qui est lui produit plus pendant notre période d'activité, donc plus en fin de la nuit, début de la journée. La température corporelle aussi. Il y a une oscillation très faible de 0,5 degrés, mais c'est un rythme très robuste, très marqué. Et les mouvements des plantes, comme je viens de le dire. Mais il y a plein d'exemples de rythmes journaliers, donc circadiens. Les rythmes qui ont une fréquence inférieure à 20 heures sont les rythmes ultradiens. Donc, par exemple, les cycles de phase du sommeil, les durées de 90 minutes qu'on a et qu'on change de phase de sommeil. Et les rythmes qui ont une périodicité, une fréquence donc, supérieure à 28 heures sont infradiens, comme les marées, les cycles menstruels. Et des exemples donc, dans la vie quotidienne, je pense qu'on a plein, mais juste ici pour faire quelque chose un peu ludique. Donc quand on change d'heure en hiver, on est tout triste parce qu'on a la sensation qu'il est déjà minuit par exemple, mais ce garçon dans l'image, il a son horloge interne qui fonctionne très bien et il dit non, attends, moi je sais, je le sens, il est encore 5 heures de l'après-midi. Donc le jet lag, c'est un autre exemple très classique quand on fait des voyages transatlantiques, donc on sent que on a l'organisme tout bouleversé, et c'est justement parce qu'on a cette inertie de l'horloge interne qui continue à fonctionner de la façon qu'il faisait à l'endroit où il était avant. On a faim normalement tous les jours à la même heure. Des fois ça peut être gênant parce que notre estomac fait un bruit incontrôlable. Et donc je pense que chacun s'y réfléchit un peu et a des exemples de cette sensation du rythme biologique dans notre vie quotidienne. Donc comment ça a été décrypté alors comment on arrive de ces observations très classiques à la chronobiologie. Donc on a des chercheurs dans les années 70 qui se sont aperçus chez la mouche du vinaigre qu'une mutation dans un gène spécifique, ils ont identifié le chromosome, après le gène, et ils ont dit, selon le type de mutation, il y a des larves, donc des œufs de mouches qui vont avoir son éclosion avec une périodicité plus courte ou plus longue, ou totalement arythmique. Donc juste pour comprendre comment ils font ça, ils ont je regardais aussi parce que c'est pas mon domaine, donc ils ont une espèce de tube, de plaque avec une colle où ils gardent tous les œufs. Et à chaque 30 minutes, ils rincent cette plaque et ils récupèrent tous les mouches qui sont éclos. Donc ils peuvent voir comme ça s'il y a, dans une journée, dans une période de 24 heures, combien de mouches ont éclos et comme ça calculer voilà, la périodicité de 30 en 30 minutes. Autre chose qui était modifiée quand il y avait cette mutation dans ces gènes, si c'est pas clair, arrêtez-moi n'importe quand, je préfère être compréhensible. Autre chose qui se sont aperçus, c'est que l'activité locomotrice était modifiée. Donc aussi la périodicité changeait s'il y avait ces différentes mutations. Les chercheurs étudient en utilisant un tube aussi, avec de la nourriture au bout, et une laser
va détecter à chaque fois que les mouches y passent. Donc, si c'est cette activité qui coupe le laser à 24 heures, à une rythmicité de 24 heures, ça va être plutôt comme ça. Si c'est arythmique, ça va faire des tâches comme ça. Il y a une machine qui enregistre. Ça, c'est des périodes courtes d'activité, des périodes plus longues de 24 heures. Donc ça, en 70. Et justement, les chercheurs qui ont reçu le prix Nobel cette année, ils ont été plus loin de ça dans les années 80, à partir des années 80. Ils ont confirmé le gène qui était responsable pour ce type de comportement, donc le gène PIOD. Ils ont étudié la séquence de ce gène, ils ont bien classifié ce gène. Ils ont découvert d'autres et ils ont compris comment le mécanisme de l'horloge fonctionnait. Donc c'est pour ça vraiment qu'ils ont le prix Nobel, c'est qu'ils ont décrypté le mécanisme de l'horloge. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé ce mécanisme de boucle positive et négative. Donc je vais essayer de faire très simple parce que ça peut aller très loin, de façon très compliquée, mais c'est juste, je voulais juste montrer qu'il y a une boucle qui va activer le début d'une activité, donc des gènes qui vont être appelés les gènes de la boucle positive, parce qu'ils vont commencer un processus, donc ils vont activer d'autres gènes, et qui eux donc vont être rythmiques. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer tout de suite. Ces gènes qui ont été stimulés, ils vont après certain temps s'accumuler et revenir inactiver les premiers gènes. Donc il y a une activation, une production d'un autre groupe de gènes qui après un certain temps va venir inhiber ces premiers groupes qui est stimulé. Donc vraiment c'est comme si c'était un mécanisme d'horloge. Et les noms des gènes, ça c'est pas important, ça c'est chez la mouche du vinaigre, donc chez les mammifères, chez les poissons, il y a des équivalents, donc des fois c'est le même gène mais le nom change, des fois c'est un autre gène mais qui est aussi rythmique. Et par exemple on a même chez une microalgue, donc une algue unicellulaire qui a été décrite ici par des chercheurs du laboratoire, qui a deux gènes, un positif et un négatif, deux gènes horloge. Donc tout ça, ce mécanisme de rétroalimentation se passe dans une période de 24 heures. C'est tout que je pense qu'il faut comprendre ce soir pour comprendre le mécanisme des horloges. Alors ces horloges, on les appelle aussi des oscillateurs. Et on peut leur considérer des oscillateurs endogènes. Endogène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelque chose interne qui se maintient indépendamment du milieu externe. Donc il y a trois caractéristiques principales, on va dire. C'est pour être un oscillateur endogène. C'est d'avoir des systèmes d'entrée, donc des récepteurs qui vont capter des synchronisateurs externes comme la lumière, l'alimentation, la température, avoir un mécanisme d'oscillation rythmique autonome et qui va continuer même en absence de ces facteurs externes, et avoir un système de sortie, donc des réponses qu'on puisse quantifier. Donc ici par exemple j'ai mis l'actogramme, le périodogramme. Je vais rentrer plus en détail dans ce type de graphe plus tard. Mais c'est une façon de quantifier très classique, de classifier les rythmes biologiques. Donc voilà, les récepteurs, donc par exemple ici, les photorécepteurs de la rétine qui vont apercevoir la lumière, l'horloge endogène et une activité qu'on puisse quantifier. Ça peut être la production d'hormones, ça peut être différentes choses. Et on revient dans ce qu'imaginaient d'Urte des Marins
qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a un oscillateur endogène, ils ne pouvaient juste pas dire comme ça à l'époque, mais aujourd'hui, on sait que ça existe et on connaît le mécanisme de l'horloge. Alors, comme synchronisateur externe, on peut avoir la photopériode et la température, ces cycles, les cycles de disponibilité de nourriture, les précipitations, les marées. Ils vont donc mettre à l'heure ces horloges et vont générer des événements observables, rythmiques. Donc ici, je les amplifie avec les poissons. Forcément, on commence à arriver plus dans mon domaine. Donc on va avoir une reproduction rythmique, développement rythmique, la prise de nourriture, l'alimentation, la migration, l'activité, le comportement. Et comme j'avais dit, certaines hormones qui vont aussi avoir une oscillation rythmique. Et quelle est l'utilité de pouvoir se synchroniser à ça et d'avoir des horloges endogènes? Donc la capacité d'anticiper l'arrivée d'un événement rythmique. Si on ne savait pas quand quelque chose allait se passer, on allait se stresser, être surprise, dépenser beaucoup plus d'énergie pour réagir vite à une situation. On pourrait passer tout le temps en train de chercher de la nourriture, mais si on sait que la nourriture va être disponible à un moment donné, on va accumuler toute notre énergie, toute notre activité. On va concentrer au moment où on sait que cet événement va se passer. Donc on peut les anticiper, aussi diminuer notre risque d'exposition, de prédation, et augmenter l'effectivité des fonctions physiologiques. Ça, dans la partie santé, on va voir après, c'est quelque chose qui est vraiment très frappant. En fonction de l'horaire qu'on mange et tout, il y a des effets vraiment très différents. Donc, une petite vision générale de l'organisation de ces horloges chez les mammifères. Donc, si on a la photopériode comme facteur synchronisateur, chez les mammifères, donc chez nous, normalement, ça se passe comme ça. On a une voie très hiérarchique de synchronisation des horloges. On a un centre au cerveau, dont l'hypothalamus, qui est le noyau suprachiasmatique, qui est au-dessus de ce qu'on appelle le chiasma optique. Donc, on va recevoir l'information de la lumière. Et les horloges présentes dans cette zone suprachiasmatique vont coordonner les autres horloges périphériques. Donc par exemple ici j'ai pris c'est une image d'une étude où ils prélèvent des différentes cellules, ils font une biopsie de différentes cellules de l'humain pour voir le chronotype de la personne. Donc ils étudient par exemple des cellules de la thyroïde ou des fibroblastes de la peau. Quel est le rythme? Donc là on a les jours en bas. Et là, on voit les cycles des horloges, donc chaque tissu séparé chez l'humain. Donc, vraiment, on trouve ce contrôle central face aux horloges périphériques. Chez les poissons, c'est plutôt différent. Déjà, la photoréception, elle se fait de façon très différente. On a des cellules... on a un organe ici qui est l'organe pinéal, que nous on l'a aussi, mais chez nous il est très caché dans le cerveau et pas du tout photoréceptif. Mais chez les poissons, la pinèle elle est directement photoréceptive et elle est tout en haut, dans une zone un peu transparente de la tête du poisson. Donc déjà, cette glande elle est responsable pour la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Et elle va, donc chez les poissons, la glande pinéale va recevoir directement la lumière et va être capable de produire la mélatonine et envoyer des messages comme ça à tous les organes périphériques. Donc, autre chose
qui montre que chez les poissons, il y a un potentiel plus grand de flexibilité des horloges et déjà de la compréhension de la réception des facteurs synchronisateurs. Et c'est cet exemple, alors que je sache jusqu'à aujourd'hui, c'est spécifique du poisson zèbre, mais à vérifier. Toutes les cellules du poisson zèbre sont capables de répondre à la lumière. Donc ça montre à quel point il y a une flexibilité de ce système d'horloge chez les poissons. Mais quand on parle de nourriture, on n'est pas très différent. Si on mange tous les jours à la même heure, on va avoir une synchronisation des horloges périphériques, donc des organes périphériques, indépendant de ce noyau suprachiasmatique, indépendant de ce système central chez les mammifères. Et ça se passe comme ça aussi pour les poissons, donc ce système non hiérarchique. Donc si on revient à qu'est-ce que c'est un horloge endogène et on parle de l'alimentation. L'alimentation, c'est voilà, le facteur synchronisateur. On aurait l'input, donc différents, bon, même l'odorat, ça pourrait être une signalisation, les hormones qui régulent l'appétit. Un horloge endogène et des rythmes de sortie qui peut être, par exemple, l'activité locomotrice. Quelque chose qui est très classique, c'est un exemple très fort et qui est présent dans différents organismes, c'est l'activité anticipatoire à la disponibilité de nourriture. Donc en anglais, Food Anticipatory Activity, FA1, ça se voit peut-être dans quelques graphes, c'est pour ça que j'ai mis ça. Donc c'est l'activité qui se passe 3 heures avant que la nourriture soit disponible, si elle vient déjà depuis quelque temps de façon rythmique. Donc je vais expliquer comment je mesurais ça en thèse. C'est pas la façon plus moderne, mais c'est une des façons aussi. Donc déjà pour pouvoir observer le plus spécifiquement l'activité liée à la prise de nourriture, il faut enlever les autres facteurs possibles synchronisateurs. Donc on maintient les animaux en lumière constante, donc représenté par cette ligne, ce rectangle vert ici, lumière constante. Et on programme un distributeur de nourriture qui va donner la nourriture tous les jours à la même heure. Sauf qu'au début, pour comprover qu'il y a une synchronisation, il faut d'abord qu'il ne soit pas synchronisé du tout. Donc au début, on donne la nourriture de façon aléatoire. Donc chaque jour dans une heure complètement différente. Donc ce que vous allez voir ici, donc ce graphe, il montre une activité de 48 heures. Donc chaque moitié comme ça correspond à 24 heures. Et elle est répétée dans sa diagonale à gauche. Donc chaque activité de droite correspond à sa diagonale à gauche. Et comme ça, toute une ligne fait 48 heures. Et on peut également quantifier ce qu'on appelle les périodogrammes, savoir le pourcentage de l'activité, donc savoir si ce pourcentage d'activité a une durée de 24 heures ou pas. Donc au début, comme je disais, on essayait de désynchroniser les poissons. Lumière constante et les taches jaunes correspondent à l'horaire aléatoire de nourriture. À partir d'un moment, on donne la nourriture à un horaire fixe. Donc tous les jours à la même heure, c'est cette ligne jaune. Et on voit que le poisson se synchronise, une période de 24 heures. Sauf que pour voir que c'est vraiment un rythme endogène, on enlève la nourriture et on voit que pendant quelques jours, ça continue à présenter un rythme de 24 heures. Donc on a cette tâche aussi qui continue à être présente
dans les jours qui suivent, même sans nourriture. C'est à vérifier. Donc, pour vous dire que c'est la synchronisation par la nourriture, donc les horloges qui répondent à la présence de nourriture, pour vous dire que c'est quelque chose de fort et conservé dans l'évolution, je vous montre une comparaison d'un poisson, donc le poisson zèbre, qui voit l'alternance jour-nuit sans problème, à un poisson cavernicole, donc un poisson qui habite dans une grotte pendant des milliers d'années et qui est même aveugle, qui n'a pas été exposé pendant des milliers d'années à la lumière. Donc lui, si on essaye de synchroniser ces deux poissons à une photopériode, on voit que le zébrafiche, il va bouger. Donc ici, on a en noir les périodes d'obscurité, les périodes de lumière. Donc on voit que l'activité va se concentrer dans la période de lumière. Et le poisson cavernicole, lui, il fait jour, il fait nuit, il est pareil. On peut même aller un peu plus loin et regarder les rythmes d'expression des jeunes horloges. Donc dans ce graphe-là, on a le niveau d'expression, les ors ici, et on voit par exemple le gène période en rouge, comment il va cycler en fonction de la lumière, de la présence de photopériode. Et chez le poisson cavernicole, mais rien. Il va avoir quelque chose pratiquement arythmique. Mais si on propose à ces poissons une nourriture tous les jours à la même heure, on voit que même le poisson cavernicole, il arrive à s'adapter à cette arrivée périodique de nourriture et présenter son activité locomotrice tous les jours autour du moment que la nourriture arrive. Et aussi, l'activité des gènes va être aussi synchronisée pour le zébrafiche ici et pour le poisson cavernicole ici. Donc chaque ligne représente l'arrivée de la nourriture. Ces lignes en pointillés, c'est le moment où la nourriture devrait arriver mais qu'elle n'est plus disponible. Donc c'est quelques jours après le début de l'entraînement, on va dire. Et on voit que même sans nourriture, il continue à cycler, à présenter une activité augmentée juste avant de cet horaire-là. Ça va jusqu'à là? Donc, quelque chose qui a beaucoup intrigué les chercheurs, c'est que cette activité anticipatoire à l'arrivée de nourriture, elle continue présente même si si on faisait une chirurgie et on enlevait cette partie du cerveau, donc ce nucléus suprachiasmatique, noyau suprachiasmatique, pardon. Et les horloges périphériques continuent à avoir un rythme sans problème. Et cette activité augmentée continue à exister. Et même si on éliminait quelques parties de l'horloge, donc des gènes horloges, on continuait à avoir cette activité anticipatoire. Donc c'est quelque chose d'intriguant. On dit mais c'est où le centre qui contrôle ça? Il continue à avoir ce rythme. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments synchronisateurs? Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, mais qu'on continue à étudier parce que c'est vraiment au début de son exploration, c'est qu'on peut avoir des facteurs synchronisateurs de provenance externe, comme photopériode et l'horaire de l'alimentation, comme j'avais dit au début, les marées, les précipitations. Mais on a aussi des synchronisateurs d'origine interne. Comment ça? On voit que si on quantifie notre production de certaines hormones pendant 24 heures, ils vont avoir un cycle jour-nuit.
Donc ici, on a la corticostérone, la leptine. Je ne sais pas si leptine, peut-être, c'est une autre hormone qui est connue parce que c'est une hormone de la satiété. Donc elle inhibe la faim, l'appétit. Et bon, il y a eu beaucoup d'études pour essayer de voir comment on pourrait maigrir si on prenait de la leptine, par exemple. Ça, c'est une façon extrapolée de le dire. L'insuline, la glucose, la gréline, qui est une hormone qui ouvre l'appétit, qui est produite dans l'estomac. Donc elle a aussi un rythme journalier. Et ils sont très synchronisés par l'horaire de la nourriture, mais ils continuent aussi si on enlève cette nourriture fréquente. Donc ils sont des bons candidats pour être aussi, eux, des synchronisateurs, mais cette fois internes. Ce qu'on voit alors, c'est qu'il n'y a pas vraiment un ordre, il y a tout un réseau et qui peuvent se communiquer, mais il n'y a pas un ordre. On sait que la photopériode est très importante, voire prioritaire, mais on a un réseau qui peut se parler, qui peut s'ajuster constamment. Donc chez les poissons, ça se passe de la même façon. Ils peuvent recevoir les signaux environnementaux, mais aussi des signaux endogènes. Donc là, j'ai mis des abréviations, mais c'est juste important de comprendre qu'en vert, c'est des hormones de l'appétit qui donnent faim, et en rouge, des hormones de satiété. Donc produites, voire dans le cerveau ou dans des organes périphériques. Et il y a aussi comme signaux endogènes l'état de glucose, d'acide gras, donc en balance du métabolisme, qui est aussi envoyé à niveau central. Et donc en même temps, dans chaque tissu, dans chaque organe, on a à la fois les horloges, que vous voyez ici représentées, et à la fois les hormones qui sont rythmiques. Donc comment étudier ça chez les poissons? On a l'hypothèse que deux hormones comme l'orexine et la gréline, qui ouvrent l'appétit, une produite au cerveau et une autre produite dans l'intestin, plutôt dans l'estomac. Et comment on a étudié comment ils pouvaient être des facteurs synchronisateurs. Donc vraiment, on voulait comprendre l'interaction de systèmes endogènes hormonal et avec les horloges. Et ce qu'on a fait, on a pris les poissons et on a essayé de désynchroniser à tout facteur extérieur. Donc absence de nourriture pour quelques jours, absence de photopériode, donc juste lumière constante. Et on a injecté le poisson tous les jours à la même heure. Donc pendant une semaine, une chose comme ça. On ne peut pas non plus laisser le poisson dans ces conditions pendant longtemps, ça génère du stress. On essaie de limiter les facteurs synchronisateurs, mais des fois ces poissons, rien que en arrivant, rien que la présence du chercheur qui vient tous les jours à la même heure, ça synchronise aussi. Donc on ne peut pas faire ce type de manipulation trop longtemps. Mais 5 jours, c'est suffisant des fois pour voir qu'on a un effet de cette hormone qu'on a injectée sur les gènes horloges, donc des fois en inhibition, des fois en activation dans le gène horloge. On a un effet aussi sur d'autres hormones, donc des fois une hormone qui ouvre l'appétit va se communiquer avec une autre qui ouvre aussi l'appétit et les stimuler, ou se communiquer avec une autre qui inhibe et là dire non, maintenant c'est le moment de manger, toi tu diminues ton niveau. Et on a observé aussi une activité locomotrice synchronisée. Donc ça, c'est juste une façon de montrer comment on peut étudier cette interaction hormone-gène-horloge
avec les poissons par exemple, et en faisant une expérimentation relativement simple. Alors, quelques commentaires sur la santé. Donc, on entend beaucoup de choses et on ne sait pas très bien pourquoi, on ne comprend pas très bien pourquoi. On nous dit il faut manger à telle heure, il ne faut pas beaucoup manger la nuit. Mais il paraît non, vraiment, chaque organe qui a une fonction, ils vont avoir un niveau d'activité, un moment optimal de son activité. Le foie va avoir un moment optimal, le pancréas va avoir son moment optimal. Donc on entre en conflit avec ça si on ne maintient pas un minimum de discipline, de rythme. Donc je voulais montrer quelques expérimentations qui ont été faites chez le mammifère. Par exemple, vous savez, les rongeurs sont des animaux nocturnes, donc ils vont manger pendant la nuit. Si on change ça et qu'on donne de la nourriture exclusivement dans le moment de lumière, donc quand ils seraient normalement au repos, ils vont avoir avec le temps une prédisposition à monter à la diabète, à l'obésité, à d'autres syndromes et même à des altérations de fonction cognitive. Donc j'ai représenté ici quelques exemples des habitudes de vie de la société actuelle qui ont un effet sur ce type, donc un effet sur la santé qui pouvait avoir des conséquences comme ça. Donc il y a même des études qui montrent que certains types de cancers ont plus de probabilité d'avoir lieu si on a un type de hygiène de vie un peu pas réglé. Donc par exemple il y a des études avec des voyages transméridiennes, des personnes qui travaillent à la période de nuit, donc des infirmiers qui font des tours de nuit, des fois ils ont beaucoup plus de possibilités d'avoir certaines maladies. Le fait de prolonger cette durée de la lumière avec la lumière artificielle, donc avec l'évolution, on voit qu'on avait été calé à une certaine photopériode et nous on force en utilisant la lumière artificielle. Des fois très tard la nuit, on est encore avec le téléphone. Et il y a aussi beaucoup d'études sur le type de longueur d'onde, le type de lumière et comment ça affecte la production de mélatonine et comment ça affecte l'organisme en général. L'alimentation à des horaires non attendus, à des horaires de repos, aussi va être un facteur, ça peut être déjà un symptôme de maladie, donc d'un déréglage de notre système circadien. Ce que je trouve aussi super intéressant, c'est que si on change la diète aussi, donc il y a non seulement l'effet de l'horaire de l'arrivée de la nourriture, mais aussi de type de nourriture. La composition de la nourriture peut aussi synchroniser nos horloges et avoir des conséquences. Donc par exemple, si on laisse une souris avec libre accès à une nourriture très calorique, elle va manger pendant toute la journée et elle va avoir ces risques d'obésité, de symptômes de diabète, de l'hyperinsulémie, tout augmenter. Par contre, si on restreint cette nourriture calorique uniquement au moment où c'est normal pour la souris de manger, ils n'ont pas présenté, pour moi dans certaines études, des symptômes de maladie. Et ils ont tous les deux, donc chaque groupe expérimental, consommé la même valeur énergétique. Donc c'est le même besoin énergétique. Si c'est un animal sain, il va savoir contrôler la quantité qu'il a besoin tous les jours. Mais s'il peut choisir et manger ça
tout le temps, il a plus de risques d'avoir des maladies. Et en plus, certaines nourritures ont un effet aussi comme si c'était une drogue, donc ça génère un plaisir et ça va aussi renforcer le système de l'horloge et faire qu'on ait une demande périodique de ce type de nourriture. Donc quelques autres exemples de rythme chez l'humain, par exemple. C'est la motilité gastro-intestinale, donc ça a une rythmicité aussi de 24 heures. La production de bile, les transporteurs de nutriments qui vont optimiser la digestion, donc c'est pour ça que c'est toujours bien de manger plus dans notre phase active, parce que quand tout va être prêt à bien digérer, même la communauté des micro-organismes qu'on a dans l'intestin, donc la flore intestinale, microbiote, ils ont aussi des rythmes et ça devient de plus en plus étudié. Donc, comment notre microbiote va se communiquer avec nous. Donc, je ne sais pas grand chose sur ça, mais je sais qu'il y a des neurotransmetteurs, il y a certaines molécules qui sont utilisées pour la communication, donc à niveau central et avec les microbiotes. Donc ils vont aider à augmenter le métabolisme énergétique pendant la phase active et aider à la détoxification pendant la phase de repos. Et même le système de détoxification a un rythme circadien. Même la résistance à certains allergènes va changer selon l'horaire du jour. Donc si on va faire un test, peut-être qu'il faut penser à faire à différents moments de la journée. Et voir si c'est toujours le même résultat. Comme je disais, là, il existe aussi une synchronisation en nourriture hédonique, donc des nourritures qui génèrent plaisir et qui vont aussi renforcer un système de récompense dans le cerveau. Donc on va vouloir chercher tous les jours cette nourriture à la même heure. C'est quelque chose qui va renforcer le rythme des horloges. Il y a même un côté de la médecine aujourd'hui qui est la chrononutrition. Donc on va étudier ton chronotype et on va adapter ta nutrition par rapport à ton chronotype. Je sais qu'il y a des études sur le traitement de cancer, par exemple, parce que ton système immunitaire va être aussi plus performant à différents moments de la journée. Donc, il y a plein d'applications possibles en médecine. Ici, je vous montre, si vous voulez prendre en note, c'est un site web où on peut regarder quel est notre chronotype. En fait, c'est une étude de Ronenberg et Mero de Munich. Donc, c'est une communauté du tout début des études des rythmes chez les mammifères qui a fait une étude, je pense que c'est celui-là, avec 500 personnes. Ils ont publié, donc la publication en haut. C'était un questionnaire online, on pouvait remplir. Donc j'ai trouvé l'ancien qui a donné l'origine au papier, à l'article, mais on peut quand même avoir accès à ce questionnaire dans ce site. Après, là, il y a des calculs à faire et tout, mais c'est faisable. Et il y a un autre questionnaire qui est le morningness, eveningness, pour savoir si on est plus du matin ou plus du soir. Je pense que normalement on le sait, mais il y a ce questionnaire. Et des fois, il y a même des entreprises qui commencent... Bon, je ne sais pas si partout, mais il y a quelques entreprises qui utilisent, je sais pas en Suède ils le font, ce type de questionnaire pour adapter mieux les gens au travail. Donc ne plus avoir cette idée de il faut arriver à 9h, il faut finir à 5h, mais plutôt mettre quelqu'un dans le secteur communication avec l'Asie, si elle est plutôt de la nuit. Et par exemple, donc trouver des moments adaptés pour chaque employeur en fonction de son chronotype.
Et là, je finis avec une citation de Maïmonides. Je ne sais pas si tout le monde sait qui c'est, mais c'est un philosophe, médecin, juif. Il y a une statue en Andalousie à Cordoue, parce qu'il était là-bas. Et il a été cité dans un papier récent en Seine, parce qu'il avait tout un livre de santé, d'explication de comment il faut faire pour manger, comment il faut faire attention à sa santé. Donc si j'ai bien traduit, c'est manger comme on voit le matin, comme en France l'après-midi et comme un paysan au soir. Peut-être qu'il y a une adaptation en français de l'expression. Mais l'origine de l'expression, c'est ça, c'est ce médecin et philosophe qui avait plein d'autres conseils de santé, mais que vous voyez déjà qu'il y avait un rythme pour manger. Donc là, c'est juste une petite vision finale qu'il faut respecter son rythme. On peut avoir différents styles, par exemple musical, si j'ai mis. Un qui plaît plus l'estomac, un qui plaît plus le foie, le corps. Mais il faut qu'ils se comprennent entre eux. Donc s'ils jouent la même musique, c'est toujours mieux. Et voilà. Juste pour faire un peu la publicité et dire que, pas la mienne, mais celle des poissons, dire que des fois on ne pense pas, mais on peut sortir plein de leçons, plein d'idées pour des travail qui après vont être utilisés dans la santé, mais on peut sortir ces idées des poissons par exemple, grâce à des choses très conservées, des comportements, des gènes très conservés qu'ils ont aussi. Donc voilà. Merci de votre attention. Il pensait que le sommeil, c'était un spécialiste, ne servait qu'à une chose, c'est à maintenir la température corporelle. Voilà. Merci. Bon, je vais essayer de répondre. Mais donc la première, est-ce que le jeûne c'est quelque chose de physiologique, donc naturel, vous voulez dire? Mais pas forcément le jeûne, bon, c'est toujours mon avis, hein, et ce que je comprends, pas forcément le jeûne, mais les cycles, alimentation et absence de nourriture. Parce que c'est tout à fait complémentaire au cycle jour-nuit. Donc on a des phases d'activité et des phases de repos. Donc oui, il y a une importance, mais ce n'est pas forcément le jeûne, mais le fait d'avoir des étapes sans manger. C'est justement quand on a la détoxification de l'organisme aussi. Donc on a d'un côté, pendant notre phase active, notre métabolisme énergétique qui fonctionne à fond pour essayer de nous donner toute l'énergie qu'on a besoin dans la journée. Et la nuit, tout ça qui pourrait abîmer l'organisme, c'est détoxifié. Donc c'est pour moi la fonction à la fois des périodes sans manger et des périodes de sommeil. Ça serait une des fonctions. Pardon. Après, il y a des études qui montrent qu'il y a un effet sur la mémoire. Le sommeil, c'est là où on établit notre mémoire, on fortifie notre mémoire. Et après, je ne suis pas la plus indiquée, même si ici, avec des collègues, on étudie la mélatonine, mais pas forcément le sommeil. On étudie comment elle va être un traducteur des facteurs externes. Par exemple, chez les poissons, la lumière, l'alternance de jour-nuit va conditionner la production de mélatonine, mais aussi la température. Donc au moment de réchauffement climatique, si on mesure la mélatonine chez les poissons, on peut comprendre aussi comment il aperçoit le temps. Donc juste pour expliquer un peu que le sommeil, je pense qu'il y a certainement ces fonctions-là, mais il y aurait d'autres. Bonjour. C'est juste pour vous demander si les horloges internes, nos horloges changent en fonction de l'âge. Oui, c'est super intéressant ça comme question. Oui, ça change en fonction.
Ça change en fonction de l'âge. Donc, de ce que je sais, c'est qu'on a des périodes plus courtes avec l'âge. Donc, même de la production de mélatonine. Alors, ce que peut-être c'est pas clair, que j'ai pas bien expliqué, c'est qu'il y a... Non, la mélatonine, elle répond à l'activité des horloges chez les mammifères, en tout cas. Donc, si on a un rythme plus court, on va avoir des productions plus courtes de mélatonine aussi. Et c'est pour ça que des fois, avec l'âge, on a aussi des micro-sommeils, des rythmes alimentaires pas du tout réglés comme avant. Et c'est pareil pour un enfant, un bébé, les cycles ne sont pas tout à fait pareils. Donc c'est vrai que ça évolue avec l'âge. On recommande de ne pas manger trop de sucre le soir. Est-ce que vous avez des éléments sur... Vous avez parlé des lipides, mais vous n'avez pas parlé des glucides. Est-ce que vous avez des éléments concernant ces catégories? Je ne sais pas dire spécifiquement, mais on va avoir un rythme d'insuline pour casser ces sucres qui va être différent. Donc la nuit, ça ne va pas être au maximum. Donc c'est tout que je pourrais dire sur ça, mais je sais que oui, la composition est à prendre en compte. Je sais exactement la même chose quand on dit qu'il ne faut pas manger de sucre. Est-ce qu'il y a eu des études du même style sur les plantes? Parce qu'il y a actuellement en agriculture des pratiques biodynamiques qui reposent sur des observations qui sont plus empiriques que scientifiques, mais vraiment sur de la chronobiologie. Oui. Est-ce qu'on a des vérifications scientifiques de ces pratiques-là? Oui, je ne suis pas en mesure de donner plus de détails, mais je sais que oui, on sait déjà beaucoup de choses sur la chronobiologie des plantes. Et juste, je viens de penser par rapport à la question de l'âge, et en parlant des poissons comme modèle expérimental, il y a un poisson, je ne me souviens plus lequel, mais qui a une durée de vie très courte. Et justement, ils utilisent ce poisson pour étudier leur horloge, donc l'évolution de la périodicité de l'horloge en fonction de leur vie, parce que je ne sais pas si c'est en mois, une chose comme ça, au même mois, il devient âgé, il meurt, donc voilà. Et pour en rajouter, tu disais tout à l'heure en fait que cette petite algue, qui est en fait à la base des plantes, a effectivement des gènes d'horloge. Donc oui, c'est une algue qui a ces deux gènes, un positif et un négatif. D'autres questions? Oui. Merci. Concernant les modifications de l'horloge interne, l'impact par exemple sur l'être humain des médicaments, est-ce que vous avez des études ou des pistes? Des pistes certains médicaments, par exemple certaines tests thérapeutiques pourraient impacter sur le rythme circadien, l'appétit, le niveau du sommeil, voilà, des modifications en fait par rapport au fonctionnement naturel, quoi. Oui, déjà un traitement à la mélatonine par exemple, si on veut régler vraiment notre rythme, on pourrait utiliser la mélatonine tous les jours à la même heure et après aller au lit. Le problème de la chronothérapie, c'est qu'il faut une discipline de la personne qui pratique. Donc arrêter tous les autres stimuli externes, par exemple si on utilise la mélatonine et aller se coucher juste après. Et si ça peut régler un peu notre organisme. Après, c'est peut-être pas la solution. On peut administrer des hormones aussi qui ouvrent l'appétit à quelqu'un qui, à tel moment de la journée, n'arrive pas à avoir faim, mais c'est encore très expérimental. Donc je dirais que c'est très développé chez
une souris au laboratoire. On a beaucoup de résultats. Et on a très peu de résultats chez l'humain. D'ailleurs, j'ai fait la recherche pour parler un peu de ça parce que ce n'est pas mon spécialité. Et je vois qu'on affirme très fortement quand c'est chez la souris et avec moins de sécurité quand c'est chez l'humain. Parce que déjà, il faut se baser, pour faire une étude, il faut avoir des personnes complètement saines, qui ont une période de préadaptation, donc sans manger ci, sans manger ça, sans dormir comme ci, sans dormir comme ça. Donc c'est vraiment pas au point. Il y a quelques études chez l'humain, mais on a moins d'affirmations. Mais il y a toute une lignée de chronothérapie. D'autres questions? Non. Bon, merci beaucoup Laura, merci à vous et on va vous